Si j'étais un peu plus organisée, je vous dirais bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver comme à chaque semaine. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un cas qui m'a vraiment fascinée d'un certain côté plutôt sociologie. C'est une affaire qui date quand même des années 60. Donc, on s'entend que ça fait environ 50-60 ans de ça. C'est un sujet qui a vraiment été médiatisé au bout, mais c'est un sujet qui m'intriguait beaucoup. Pourquoi? Ben, notamment parce que je suis une femme, notamment parce que ma vision de la femme n'est pas la même que celle qu'il y avait dans les années 60. Et ça m'a vraiment intriguée justement parce que je me sentais vraiment concernée par, pas l'affaire criminelle en soi, mais plutôt tout ce qui l'entourait. Alors, je sais que l'intro est vraiment longue. Sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Donc, comme dans chaque affaire criminelle, il faut toujours retourner au début de l'histoire. On va vraiment parler des personnes qui font partie de cette grande affaire criminelle-là. Et on va commencer par parler de la criminelle, de la supposée criminelle de cette affaire-là. Donc, Alice Mary Burke est née le 9 mars 1939 dans le Bronx à New York. On sait très peu de choses sur son enfance. J'ai beau fouiller, il n'y a pas beaucoup de détails qui en sont sortis, mais à ce qu'on sait, elle a eu une très belle enfance, soit une enfance tout à fait ordinaire. En 1958, soit à l'âge de 19 ans, elle va donc épouser son premier amour, son amour éternel, Edmund Crimmins, avec qui elle est en couple depuis plusieurs années. Le couple va tellement bien. Ils se chicanent jamais, tout va bien, les deux sont super beaux à voir ensemble. Edmund est un homme pas mal, je dirais. Et Alice, c'est une femme très belle également. Le couple va donc tellement bien qu'un an après, ils vont avoir leur premier enfant qui va se nommer Edmund Jr. Un an plus tard, soit en 1960, soit le 24 octobre, ils vont donner naissance à leur deuxième et dernier enfant qui s'appelle Alice Mary Crimmins, connue notamment sous le surnom de Missy. Donc là, tout va super bien pour le couple. C'est un couple très beau à voir. Ils sont magnifiques. Ils sont jeunes en plus de ça. Ils sont dans la début vingtaine. Ils ont eu un garçon. Par la suite, ils ont eu une fille. Vraiment, ils sont mariés. Ils vivent la parfaite vie de banlieue que tous les Américains rêvent d'avoir. Là, la famille va décider d'emménager dans un appartement assez modeste de 2 chambres à Kew Garden Hill, soit dans le Queens à New York, donc pas très loin du Bronx. Et là, comme je l'ai dit, tout va super bien pour le couple. Là. Edmund a vraiment une très bonne job. C'est un mécanicien aérien qui travaille à l'aéroport JFK. Donc, il est super bien payé. Il a un bon salaire. C'est un bel homme. On a Alice qui, elle, est femme au foyer, mais elle a quand même un peu d'expérience en ce qui concerne le secrétariat. C'est une femme qui est au foyer, qui élève ses enfants du mieux qu'elle le peut. À ce qu'on sache, là, ce que les voisins disaient, c'était que c'était une très bonne mère. Vue de l'extérieur comme ça, il n'y avait absolument rien à dire de négatif sur Alice. Elle est toujours belle, toujours sur son 31. Comment elle fait ça? Eh bien, on va le voir un petit peu plus tard, mais c'est une femme qui est très intelligente, qui est passionnée, qui est souriante, qui est douce, qui est drôle, et c'est une très bonne femme. Et là, donc, comme je le disais, elle est toujours sur son 31, vraiment, elle est bien maquillée, elle est bien coiffée, elle est bien habillée, c'est le genre de madame, là, comme dans les annonces,
qu'on voit là, dans les années 1950. Là, elle ouvre la porte et elle a un tablier, elle a une belle robe super bien mise à comme 7 heures le matin, ce que je ne suis pas du tout. Enfin bref, elle, c'est une femme, il n'y a vraiment rien à dire. En fait, son secret était si simple, eh bien, elle se levait beaucoup plus tôt que ses enfants pour justement avoir le temps de prendre soin d'elle. Donc, tous les jours, c'était le quotidien, c'était la routine. Chaque jour, elle réveillait ses enfants avec le sourire. Elle leur donnait le petit déjeuner. Ensuite, elle allait un peu jouer dehors avec ses enfants pendant que son mari, bien évidemment, était parti au boulot. Puis, après avoir joué dehors, elle rentrait à l'intérieur pour aller prendre la collation. Par la suite, elle pouvait faire quelques petites tâches ménagères comme vider la table, faire la vaisselle, pendant que ses enfants jouaient avec les millions de jouets qu'il y avait dans le salon. Par la suite, elle pouvait retourner dehors, aller nager un peu avec ses enfants, aller au parc peut-être, ou se faire une playdate avec les voisins, les voisines qui avaient des enfants. Par la suite, elle revenait à la maison. Elle préparait donc le déjeuner pour ses enfants. Par la suite, pendant que ses enfants retournaient jouer au salon, elle débarrassait la table. Elle faisait la vaisselle. En après-midi, elle faisait des tâches ménagères comme la lessive, la vaisselle. Elle pliait les vêtements, elle les rangeait. Elle nettoyait les surfaces de travail. Elle nettoyait la cuisine. Elle repassait également les habits de son mari pour son travail. Par la suite, il y a deux solutions. Soit qu'elle décidait de ranger les 42 000 jouets de ses enfants, qu'elle savait qu'inlassablement, ils allaient détruire le ménage qu'elle venait de faire pour continuer de jouer avec ses jouets. Ou elle décidait de ne pas nettoyer le salon, de le laisser comme ça et de le nettoyer plus tard lorsque les enfants seraient couchés. Un peu avant le souper, soit que son mari rentrait du travail et c'est ainsi que la famille pouvait donc dîner tous les 4 ensemble. Sinon, eh bien, elle dînait seule avec ses enfants parce que son mari préférait sortir dans les bars avec ses collègues plutôt que de rentrer à la maison et de s'occuper de ses enfants. Si son mari Edmund, donc Ed, décidait de rentrer à la maison après avoir travaillé toute la journée, il rentrait souvent très fatigué. Il rentrait, il en avait marre du boulot, il avait envie de distraction. Donc, il avait toujours une assiette sur la table qui était préparée en son honneur. Ensuite, elle desservait la table et par la suite, elle faisait la vaisselle. Elle devait donc masser son mari, parce qu'il avait eu une dure journée. Elle devait toujours être souriante, toujours avenante, toujours droite et heureuse avec le sourire. Ensuite, lorsque son mari allait prendre du temps pour lui au salon à regarder la télé, elle devait faire la routine avec ses enfants, bien évidemment. Elle devait leur brosser les dents, aller dans le bain, les laver leurs cheveux, les mettre en pyjama et les border. Et évidemment, il ne fallait pas oublier, la prière qui était très importante pour Ed. Ed qui était un catholique fervent, donc pour lui, toutes les règles du catholicisme, eh bien, étaient à respecter à la lettre. Par la suite, si son mari ne dormait pas sur le divan, eh bien, elle devait le satisfaire parce que c'était son boulot de femme des années 1960. Elle devait donc satisfaire un homme qui ne l'intéressait malheureusement plus parce que depuis qu'il avait eu des enfants, eh bien, il avait une bedaine et un double menton. Ed se laissait aller. Il se laissait aller dans cette tristesse, mais Alice devait toujours montrer à tout le monde, aux voisins, aux amis, aux parents, à la famille, que c'était une femme comblée, une femme chanceuse. Si Ed dormait dans le salon, elle avait un peu de temps libre. Sinon, elle devait le satisfaire et par la suite, le couple allait se coucher. Et c'est ainsi qu'Alice vivait chaque jour de la même façon. Cette description d'une journée quotidienne des femmes des années 1960 est tirée d'une référence au manuel de la parfaite femme des années 1960. Donc, Alice, malheureusement, elle n'était pas si comblée que ça dans sa vie de femme mariée, de femme au foyer, de maman au foyer. Elle avait envie de plus, elle avait envie d'explorer, elle avait envie d'être elle-même, elle avait envie de s'appartenir et d'être libre. Mais à cette époque, il faut vraiment se rappeler, on retourne quand même 60 ans avant notre ère, les femmes qui étaient mariées, peu possédaient de compte bancaire, peu avaient de droits, peu avaient de liberté. Et une femme mariée à cette époque-là, c'était très mal vu. C'était un échec. Et pourtant, Alice, de la façon
que j'ai lu les descriptions qu'on a faites d'elle, j'ai vraiment l'impression que cette femme aurait dû naître dans notre ère. C'était une femme qui était libre, c'était une âme qui était libre, et je pense vraiment que si cette affaire-là était arrivée aujourd'hui, on n'aurait pas mis autant l'emphase sur le rôle de la femme, le rôle de la mère, comme on le faisait à cette époque. Et là, vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo. C'est pourquoi on se retrouve en 1964. En 1964 fut vraiment l'année de ce qui est arrivé, mais également une année décisive pour elle. Alice Crimmins, elle est tannée d'être une femme mariée à un homme qui ne l'intéresse plus, qui se laisse aller, qui prend pas soin de lui, alors qu'elle, elle doit toujours être sur son 31, elle doit toujours être belle pour son mari, elle doit tout faire pour son mari. Elle est tannée de ça. Enfin, c'est ce que moi j'imagine, c'est ce que j'ai lu dans toutes les recherches que j'ai faites. Et je pense qu'en tant que femme aujourd'hui, c'est très facile de se mettre dans la peau d'une femme comme elle qui a envie d'être libre, qui a besoin de cette liberté-là que son siècle, donc son époque, ne peut pas lui procurer. Donc en 1964, elle décide de mettre Ed dehors et de demander le divorce. Lorsque Ed quitte la maison, il va se trouver un appartement pas trop loin pour qu'il puisse quand même voir les enfants, évidemment. Alice ne l'empêche pas de voir ses enfants, au contraire, elle veut qu'il garde une bonne relation avec eux. Et là, elle va donc décider de se trouver une nourrice, donc une gardienne, qui va prendre les enfants de temps à autre lorsqu'elle a besoin d'un moment pour elle ou alors lorsqu'elle travaille. En effet, elle réussit même à cette année-là à se trouver un emploi. Elle va donc se trouver un emploi de barmaid dans un bar où elle va servir de l'alcool. Elle a 25 ans, c'est encore une très belle femme. Elle attire les hommes et c'est vraiment dans ce bar-là qu'elle va faire beaucoup de rencontres. Et c'est peut-être ces rencontres-là qui vont détruire sa vie. Là, on se retrouve en juin 1965 où une grave affaire, en fait, je pense que c'est vraiment ce qui va faire déclencher toute cette affaire-là. En juin 1965, Evelyn Atkins, qui est la nourrice des enfants, donc de Missy et de Ed Jr., elle va contacter Edmund Crimmins, donc le père, et elle va dire que ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas de nouvelles d'Alice. La dernière fois qu'elle a vu Alice, Alice est venue lui porter les deux enfants, prétextant qu'elle avait besoin d'une soirée pour elle. Et la soirée s'est transformée en plusieurs jours. Donc elle trouve ça vraiment bizarre et elle ne sait pas vraiment quoi faire. Et en plus, Alice lui doit maintenant 600$. Et là, 6 jours plus tard, Alice Crimmins va réapparaître, va refaire surface. Elle va donc aller voir Evelyn et lui dire ce qui s'est réellement passé. En fait, 6 jours auparavant, lorsqu'elle avait demandé ses services à Evelyn pour garder les enfants, elle avait rendez-vous avec un ami / amant qui s'appelle Anthony Grace, qui lui est un riche entrepreneur en bâtiment. Et on sait qu'Anthony Grace avait énormément d'amis, donc d'éminents politiciens, qui, selon les rumeurs de cette époque-là, trempaient dans des affaires très louches. Enfin bref, ça c'est une petite description d'Anthony Grace. Et là, Alice va donc dire à Evelyn qu'elle était partie sur son bateau de croisière. Elle devait seulement y passer la soirée. Et là, à un moment donné, elle a décidé d'aller aux toilettes. Et elle se rend aux toilettes et par malchance, le loquet va rester barré de la toilette. Donc, elle reste embarrée dans la cabine et à un moment, elle a comme senti que ça bougeait. Elle a réalisé très vite que le bateau de croisière était en train de quitter le rivage. Donc, elle s'est donc ramassée dans les Bahamas avec Anthony Grace ainsi que toute son équipe, les cuisiniers, et tout. Et elle a dû comme rester en attendant que Anthony Grace décide de revenir sur le rivage, là. Donc, c'est pour ça que ça fait 6 jours qu'elle est partie. Est-ce qu'on le croit ou pas? C'est à vous d'en décider. Ça peut être logique, mais bon, rester embarré dans des toilettes sans être capable d'être entendu alors qu'il y a quand même des employés là, qui travaillent sur le bateau. Mais bref. Donc là, Evelyn, elle va dire à Alice que elle lui doit 600$, mais là, Alice, elle n'a pas les moyens, donc j'imagine bien qu'ils vont conclure une entente qui va être prise un peu plus tard. Lorsque Edmund, père,
comprend qu'Alice est revenue. Il va donc décider de se rendre chez Alice, il va prendre les enfants et il va aller les porter chez sa belle-mère qui s'appelle Alice Berg. Et à ce moment-là, il va décider de porter plainte pour négligence contre Alice Crimmins, qui a donc laissé ses enfants 6 jours avec la nourrice, sans donner de préavis, sans même dire où elle était. Au même moment, on sait que subtilement, Ed, le père, va mettre des enregistreurs cachés un peu partout dans l'appartement d'Alice, donc dans sa chambre à coucher, dans la cuisine, dans le salon. Il va vraiment mettre l'appartement sous écoute. Et il va même mettre le téléphone de la maison sous écoute. Il va également ouvrir un poste d'écoute dans le sous-sol du bâtiment, donc de l'immeuble. Et tous les temps là, de libre qu'il a, ben, il va les passer dans le sous-sol de l'immeuble à écouter Alice soit parler avec des amants qui sont chez elle ou encore parler au téléphone. Et là, on sait que Ed en a marre. Le 22 juin 1965, Ed va demander à la cour la garde complète de Missy et de Ed suite à la plainte pour la négligence que Alice aurait fait à ses enfants. Lorsque Alice va recevoir la lettre comme quoi que, bon, Ed demande la garde complète des enfants, à partir de là, elle va se prendre un avocat et son avocat va lui dire que, ben, de préférence, il faudrait qu'elle garde l'appartement propre, qu'il n'y ait pas d'alcool dans la maison, vraiment qu'elle soit une mère exemplaire parce que il se pourrait qu'elle ait des visites, justement, du programme comme de la DPJ, là. Il se pourrait qu'elle ait des visites là, de travailleurs sociaux pour le dossier là, de la plainte d'Ed père. Et elle va donc décider de vraiment de faire le ménage de l'appartement, d'entretenir, de garder ça le plus propre possible. Même si elle travaille au bar, elle va vraiment là, essayer d'être la mère parfaite, ou à peu près. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 1965, il a fait extrêmement chaud dans le Queens à New York. Ça a été une nuit très chaude. On se retrouve donc au matin du 14 juillet. Alice décide de se lever à 8 heures du matin. Et comme à chaque matin, elle se rend à la salle de bain pour se pomponner un peu. Donc elle se maquille, elle se met une assez grande épaisseur de maquillage comme elle le fait chaque jour. Elle se pomponne, elle se maquille, elle se coiffe et elle s'habille. Et elle fait tout ça tandis que l'appartement reste toujours aussi calme. Ses enfants ne sont toujours pas réveillés. Elle trouve quand même ça étrange, mais elle décide de continuer sa routine quotidienne. Lorsqu'elle a terminé de se préparer, c'est à ce moment-là qu'elle se rend à la chambre de ses enfants. Elle s'arrête devant la porte, elle débarre le loquet de la poignée. Ne me demandez pas pourquoi, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Et lorsqu'elle ouvre la porte, elle se rend compte qu'il y a un petit vent frais qui se rend jusqu'à sa peau. Et lorsqu'elle regarde d'où vient ce vent, elle se rend compte que la fenêtre de la chambre de ses enfants, elle est ouverte. Son regard va donc se poser sur les lits de ses enfants. Mais bizarrement, étrangement, ces deux enfants ne sont plus là. Elle panique parce que la porte de la chambre était barrée, mais la fenêtre était grande ouverte. Elle va donc se diriger, évidemment, vers la fenêtre. Elle sort la tête pour regarder de gauche à droite. Elle ne voit pas ses enfants. Elle sort de la chambre. Elle va donc décider de se rendre chez Evelyn Atkins, qui est la gardienne, mais celle-ci n'a pas vu les enfants de toute la matinée. Elle va donc faire le tour du voisinage, mais personne n'a vu la petite Missy et personne n'a vu non plus Ed Jr. Elle panique, elle n'a vraiment pas envie de faire ce qu'elle doit faire. Elle essaie par tous les moyens de retrouver ses enfants sans devoir faire ce qu'elle doit faire. Elle ne veut pas, mais elle n'a pas le choix. Elle doit appeler Ed, le père. Donc, elle appelle Ed, père, qui panique au téléphone. Il est tellement énervé qu'il raccroche et quelques minutes plus tard, il est chez Alice, en train de fouiller l'appartement, en train de regarder en dessous des lits, dans les garde-robes, en train de regarder par la fenêtre de gauche à droite, mais lui non plus ne voit pas les enfants. Il est paniqué, mais il décide tout de même d'appeler la police. C'est donc autour de 10 heures que l'enquêteur Jerry Peering va se rendre au 150-22 72e Drive à l'appartement d'Alice et l'enquête va donc débuter. L'enquêteur Jerry Peering, on va le voir au fur et à mesure de la vidéo, il m'énerve.
C'est un homme qui semblait à l'époque comme, je pense, pas mal toutes les pensées des hommes, autant des femmes, très sexiste. C'est un homme qui avait énormément de préjugés, comme on va le voir au fur et à mesure de la vidéo, pas mal tout le monde. On avait une idée bien précise du rôle de la femme et une idée bien précise du rôle de l'homme. Et Jerry va donc décider de faire le tour de l'appartement. Il va tout d'abord se rendre dans la chambre des enfants. Bon, il remarque en effet que la fenêtre, elle est ouverte. Il va donc regarder par la fenêtre. Il va donc constater que le moustiquaire n'est pas barré. Il va enlever le moustiquaire, il regarde par la fenêtre de gauche à droite. En dessous de la fenêtre, par l'extérieur, il remarque qu'il y a un genre de... un chariot transporteur. Il y a donc un chariot transporteur en dessous de la fenêtre. En effet, les enfants auraient pu, ben oui, passer par là, donc mettre un pied sur le chariot, puis descendre et partir. Mais lorsque Jerry Perring se redresse, il remarque, en fait, devant la fenêtre, à l'intérieur, donc dans la chambre, il y a un bureau. Et si les enfants avaient passé par la fenêtre, ben, inlassablement, la petite fine couche de poussière aurait disparu. Et là, Jerry se rend compte, en effet, qu'il y a une petite couche de poussière sur le meuble. C'est quand même étonnant. Quand on passe notre main sur un meuble qui a de la poussière s'envole, la poussière disparaît. Mais là, il y en a une. Donc, selon lui, les enfants ne sont pas passés par la fenêtre. Alors là, il ne reste qu'une supposition. Ils sont donc passés par la porte. Ils ont tout simplement quitté leur chambre par la porte et ont marché dans l'appartement ou jusqu'à la sortie. Et là, son regard va donc se poser définitivement sur Alice Crimmins, qui, comme je le disais un peu plus tôt, il a porté d'énormes préjugés sur cette femme, ou peut-être pas. Ça va être à vous d'en décider à la fin de cette vidéo. Mais jusque-là, il a énormément de préjugés sur cette femme. En effet, tout au long de l'enquête, il va avoir les deux yeux rivés sur elle. Sur aucun autre suspect, seulement sur elle. Pourquoi? Ben, Alice Crimmins était une femme très jolie. Elle avait 26 ans, elle était dans la fleur de l'âge. C'était une femme bien faite. Et au premier coup d'œil, lorsque Jerry est entré chez elle pour la première fois, ben, elle a remarqué qu'elle avait les cheveux bien faits, elle était bien maquillée, elle ne semblait pas affolée, elle était plutôt calme, plutôt réservée. Elle avait une blouse à fleurs, un pantalon toréador moulant et des chaussures à talons hauts blancs. Elle ne semblait pas être une femme paniquée qui vient de se réveiller et qui vient de se rendre compte que ses enfants ont disparu. En effet, ben, elle avait pris le temps de se préparer juste avant d'aller réveiller ses enfants, mais ça, on s'en occupe pas de toute l'enquête, là. Alors que, ben oui, il y a plein de femmes qui font ça, hein. Il y a plein de femmes qui vont se lever bien avant leurs enfants pour avoir le temps de se préparer. D'autres non, mais beaucoup vont le faire. Mais c'est pas juste ça. En effet, Alice, elle est très jolie, mais en plus de ça, elle était en instance de divorce avec Ed, le père, et il se battait aussi pour la garde complète des enfants. Donc, ça aurait pu être un mobile pour faire disparaître les enfants, peut-être les faire tuer, ou encore ben, les abandonner autre part et partir. Là, on va continuer de fouiller l'appartement et Jerry Perring va se rendre compte que dans la poubelle de la cuisine, il y a 12 bouteilles d'alcool. Son regard va donc se tourner vers Alice, qui, elle, va dire que la veille, elle avait fait le ménage, tout simplement, et qu'elle avait décidé de tout jeter ces bouteilles-là ben, à la poubelle, parce qu'elle savait qu'un inspecteur de l'agence municipale viendrait sûrement inspecter son appartement en vue là, de la procédure pour le procès là, de la garde des enfants, donc la plainte qui a été faite par Ed, le père. Donc, se rendent dans la chambre d'Alice Crimmins, et ben, ils vont voir qu'il y a beaucoup d'objets plutôt sexuel, hein, ben à cette époque-là, hein, c'était une époque où est-ce qu'on ne parlait pas de ça, c'était tabou comme sujet. Ils vont fouiller un peu partout, et ils vont même regarder en dessous du lit. Et en dessous du lit, ils vont découvrir une boîte. Et dans cette boîte-là, ben, il y a des objets. En fait, c'est pas mentionné quel genre d'objet il y avait, mais on peut imaginer là peut-être des objets à caractère sexuel, des préservatifs, mais ils vont découvrir un petit calepin. Un petit calepin avec beaucoup de noms d'hommes, dont celui d'Anthony Grace. Donc, ben là, on va faire le lien. Tantôt, je vous ai dit qu'Anthony Grace était son amant. Ben, on va conclure que tous les autres noms d'hommes sont aussi ses amants. Là, le meilleur s'en vient.
On va donc interroger Alice sur ses mouvements de la veille. On va également interroger Ed, mais ça va être par la suite. Donc Alice, qu'est-ce qu'elle a fait le 13 juillet 1965? Eh bien, entre 14h30 et 16h30, Alice, Eddie et Missy sont allés pique-niquer au parc Kissena. À 16h30 environ, ils vont quitter le parc et ils vont s'arrêter chez Savers, qui est une épicerie fine où elle a acheté un veau surgelé, des haricots verts et une bouteille de soda. Arrivée à la maison, elle va téléphoner à son avocat, Michael Lapina, pour discuter de l'audience pour la garde qui aurait lieu la semaine suivante. Elle va donc également lui parler de la dette de 600 $ qu'elle a pour Evelyn Atkins. Également parler à Michael Lapina que Evelyn lui a dit que si elle lui payait la dette de 600 $, elle n'allait pas témoigner contre Alice au procès pour la garde des enfants. Alice va mentionner que pour le souper, elle a fait des manicotti. Manicotti, c'est ça? Moi, je pense que c'est ça. Bon, enfin, c'est des pâtes italiennes qu'on peut fourrer, là. Après le repas, elle a donc décidé de partir en voiture pour essayer de trouver l'adresse d'Ed le père et ainsi l'espionner pour voir s'il n'était pas avec une autre femme. Elle va donc le chercher dans les rues du quartier pendant à peu près 1 heure. Elle ne le trouvera pas, donc elle va décider de rentrer. Elle va donc faire la routine des enfants, le bain, brosser les dents, bon et tout. Et les enfants vont se coucher vers 21 h. À 21 h, ils vont faire leur prière et se coucher par la suite. Au moment où elle sortait de la chambre, elle va se rendre compte que le moustiquaire de la fenêtre était percé. Donc, elle va enlever le moustiquaire de la chambre de ses enfants. Elle va aller dans sa chambre. Elle va donc décider de prendre un paravent. Et là, elle se rend compte en prenant le paravent que leur chien, donc Brandy, a uriné dessus. Donc, elle va laisser le paravent là pour le laver ensuite, j'imagine. Elle va retourner à la chambre de ses enfants. Elle va réaccoter sans le barrer le moustiquaire et elle va sortir de la chambre. Elle va également barrer la porte de la chambre de ses enfants comme elle faisait chaque soir. Et là, on va répondre à la question pourquoi elle barre la porte de la chambre de ses enfants? Eh bien, elle va dire à Jerry, après cette question, que souvent Ed, depuis quelque temps, avait développé une fringale nocturne. Donc, il se levait tous les nuits et allait au frigo pour manger des cochonneries. Et que elle était tannée que son fils mange des cochonneries. First, c'est pas bon pour la santé. Secondo, ça coûte cher là, quand même. Bon, à cette époque-là, même encore aujourd'hui, bon, avec tout ce qui se passe, vous le savez, j'imagine, ça coûte extrêmement cher et en plus, elle est mère monoparentale. Donc, on peut bien imaginer que c'est difficile pour elle, là. Donc, la seule solution qu'elle a trouvée, c'était de barrer la porte par l'extérieur de la porte de la chambre de ses enfants. Par la suite, lorsque ses enfants sont donc couchés, elle décide de faire un petit ménage de l'appartement, d'où le pourquoi elle va donc jeter 12 bouteilles d'alcool vides. Ensuite, elle va faire le ménage de ses vêtements et vers 22h30, elle se sent fatiguée un peu, donc elle va aller écouter la télé. Elle va donc écouter The Defender. Et elle va appeler Tony Grace pour savoir où est-ce qu'il était puis qu'est-ce qu'il faisait. Il était dans un bar tout seul. Ensuite, elle va recevoir un appel d'un homme du nom de Joe Roresh. Et Joe Roresh était un autre de ses amants. Il va l'inviter à aller dans un bar de Long Island, mais Alice va refuser parce qu'elle n'a pas de gardienne. En plus, elle doit 600 $ à Evelyn, donc c'est vraiment pas le temps de faire des folies, là. On sait qu'à minuit, Alice va emmener Eddie aux toilettes, mais pas Missy. Missy, bon, elle dit qu'elle n'a pas trop fait attention à elle, parce que c'est vraiment Eddie qui avait envie de pipi, donc elle va l'emmener aux toilettes. Elle le ramène dans sa chambre. Par contre, c'est pas mentionné si elle rebarre la porte ou pas. Brandy, son chien, commence à avoir envie de pipi après minuit, donc elle va aller s'asseoir sur le perron et faire les besoins à Brandy. Par la suite, on sait que Ed, le père, il est dans un bar, il va appeler Alice pour lui crier après. Il est vraiment fâché parce qu'elle doit une dette de 600 $ à Evelyn et il va donc raccrocher. Ensuite, Alice va aller dans le bain et elle va finalement se coucher à 3h30 du matin. On revoilà là, au lendemain, donc la disparition des enfants, lorsqu'elle raconte tout ça à Jerry Perring. Mais qu'est-ce que Ed Crimmins a fait, lui, le 13 juillet? C'est ce qu'on va savoir. C'est vraiment dans le témoignage de Ed, le père, qu'on va découvrir pas mal de choses. En fait, lui, il va raconter que
Au début, dans leur mariage entre lui et Alice, ça allait super bien. C'est vrai, comme je l'ai mentionné au début, c'est un beau couple. Tout le monde était à peu près jaloux là, de leur situation. Alice, elle est super belle. Ed, ben, c'était un homme pas mal. Mais qu'après la naissance de leurs enfants, c'est là que tout a commencé à pas mal se gâcher. En effet, Alice, elle a commencé à pas mal reprocher à Ed beaucoup de choses, notamment le fait que ben, ça lui prenait beaucoup de temps à rentrer le soir. Il passait beaucoup de temps avec ses amis, avec ses collègues, en train de boire dans des bars. Il rentrait à des heures pas possibles. Elle lui chialait tout le temps après. Il était vraiment tanné de ça, là, tu sais. Et là, ben, je suis sûre qu'entre hommes, tu sais, moi, j'imagine la scène dans ma tête, là. Je suis sûre qu'entre hommes, là, ils se sont compris, puis c'est vraiment Alice, la méchante, bref. En tout cas, selon ce que j'ai lu, là, dans tous les articles, les documents et les documentaires, là, on sent vraiment là, qu'il y a un gros jugement face à Alice. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Et que, en fait, ce qui a vraiment fait éclater le couple, c'est pas vraiment les critiques d'Alice, parce que un moment donné, ben, Eddie s'est habitué, là. Et ce qui a vraiment fait éclater le couple, c'est qu'à un moment, bon, fouillez-moi pourquoi, je ne sais pas. Il a fouillé dans la sacoche de sa femme, souvent pour aller chercher quelque chose. Et il a découvert, ben, un paquet de contraceptifs. Et lui, c'est un fervent catholique. Et il l'a vraiment mal pris. On s'entend à cette époque-là, tout comme un peu partout dans le monde, là, en 1960, les pays, les États, les provinces sont vraiment dirigés par la religion. La religion et le gouvernement ne font que un. Et à cette époque-là, la religion, elle est super importante. Donc, ben là, vous imaginez bien que l'avortement, c'est interdit. Les contraceptifs, c'est très mal vu. En fait, puisque justement, les populations sont érigées par un système religieux, ben il faut que les couples aient beaucoup d'enfants. Et là, pour Ed, ben c'était sûrement important d'avoir plein d'enfants. Et là, il vient de se faire couper son rêve par Alice, qui, elle, ben elle a 2 enfants, puis elle est bien heureuse comme ça, là. Elle veut être indépendante financièrement, elle veut être indépendante tout court. Donc, ça a vraiment brisé un très gros lien qu'il y avait entre ces deux-là. Et c'est vraiment à partir de là que les disputes vont commencer et ça va se terminer en 64 sur la demande de divorce faite par Alice. En parallèle, Ed va avouer avoir installé des enregistreurs dans la maison d'Alice, donc dans sa chambre, dans les autres pièces également, et un enregistreur téléphonique. Il va même dire que justement, ben, il s'installait au sous-sol pour enregistrer, pour écouter les enregistrements d'Alice qui parle au téléphone ou encore qui parle avec un de ses amants. On sait qu'à un moment, Ed a même monté à l'appartement d'Alice, qui était en plein ébat avec un de ses amants. Son amant s'appelle Carl Andrade et il était en train là, de faire l'acte, là, ou presque. Et Ed est entré dans l'appartement, il a ouvert la porte de la chambre et là, il s'est mis à courir après Carl Andrade, qui lui est sorti de l'appartement, il était comme presque tout nu, là, en bobette. Il est rentré dans sa voiture très vite puis il est parti, il a vraiment eu peur, là. Je pense qu'après ça, même, il l'a jamais rappelé Alice. C'est vraiment digne d'un film, là. Non, mais tu sais, l'ex-mari qui court après l'amant, genre en bobette dans la rue, c'est magnifique. Imaginez un instant. Bref, donc, tout ça pour dire que qu'est-ce que Ed a fait le 13 juillet. Alors, au matin, Ed est allé jouer au golf avec un de ses amis. Par la suite, il a bu 3 bières au parcours de Bethpage à Nassau. Il y avait également un match qui jouait. Je sais pas exactement c'est quoi. Je sais pas si c'est un match de golf. Je sais même pas, est-ce que ça se dit un match de golf? Ben, un tournoi de golf. Je sais pas si c'est ça, mais il y avait un tournoi, un match là, qui jouait à la télé du bar. Là, et il a bu 3 bières. Par la suite, à 14h, il a quitté sans même que le match termine. Donc, il sait pas qui a gagné. Par la suite, il est allé à Huntington chez Joe Roresh pour voir si Alice était là, mais elle n'était pas là. Donc, comment il a su l'adresse de Joe Roresh? C'est sûrement lorsqu'il écoutait Alice au téléphone ou par chez elle. Ed va donc arriver chez lui vers 17h et il va passer la soirée à regarder la télévision jusqu'à environ 23h où il va décider de se rendre dans une pizzeria près de l'université St. John's pour se prendre de la pizza. Il va donc acheter de la pizza et un 2 litres de Coca-Cola et par la suite il va retourner chez eux. Il va souper. Tu sais, genre qui soupe à minuit, là, bref. Jusqu'à peu près 2h45 du matin.
Par la suite, il va quitter son appartement pour aller dans un bar. Et ensuite, il va quitter le bar pour aller se stationner, attention, dans le stationnement derrière l'immeuble de chez Alice, directement en face de sa fenêtre de chambre. C'est vraiment weird. Après la petite séance d'espionnage, Ed va retourner chez lui, il va regarder un film et autour de 4 heures du matin, il va s'endormir. La police, donc les enquêteurs, ont visionné en fait le programme télé, la chaîne CBS et le film, donc là j'ai pas le titre du film, là, mais il a dit qu'il avait regardé un film autour de 3-4 heures du matin, qu'il s'était endormi vers 4 heures et les enquêteurs vont regarder qu'est-ce qu'il a joué et en fait le film qui disait qu'il avait joué à cette heure-là a joué beaucoup plus tôt dans la soirée, donc dans la soirée plutôt que dans la nuit. Donc à ce moment-là, il ment, soit il ment, il était pas chez eux ou il sait pas exactement l'heure à laquelle il a fait toutes ces activités-là que je viens de vous énumérer. On va maintenant revenir aux preuves qui ont été retrouvées soit dans la chambre, surtout à la preuve de la poussière. En effet, il est peu probable qu'il y ait eu de la poussière sur le meuble que l'enquêteur Jerry Perring dit avoir trouvé, notamment pourquoi? Tout simplement parce que lorsque Alice a constaté que ses enfants n'étaient pas dans leur chambre, ben, elle s'est penchée justement à la fenêtre pour regarder dehors. Donc, évidemment, elle s'est penchée sur le meuble, ce qui a fait que la couche de poussière serait partie. Il y a même également John Burke, donc le frère de Alice, qui lui aussi s'est penché. Et il y a Ed qui s'est penché. Et il y a Jerry qui s'est penché. Donc, c'est peu probable qu'il y ait resté de la poussière là, après que toutes ces personnes-là aient regardé par la fenêtre et se soient penchées là, sur le meuble. Et là, on va embarquer dans une autre histoire qui est encore assez bizarre parce que Alice va dire à l'enquêteur Jerry Perring qu'elle a donné des manicotis à ses enfants pour le souper. Elle va dire à d'autres enquêteurs qu'elle a donné du veau à ses enfants. Donc là, moi, je me suis dit, ok, ben avec ces informations-là, peut-être aussi bien qu'elle aurait donné des manicotis au veau à ses enfants ou que elle a donné des manicotis à ses enfants, mais qu'elle était allée acheter du veau. Et peut-être que finalement, ben, elle a changé d'idée et qu'elle a donné des manicotis au lieu de donner du veau. Ça se peut tout simplement, là. Donc, peut-être qu'il y a eu un manque de communication ou peut-être, encore une fois, que c'était pour justement accuser encore plus Alice qu'elle s'est trompée dans ses propos ou elle a menti à un tel ou à un tel. Au début de l'après-midi du 14 juillet 1965, on a Jay Silverman, un petit garçon de 9 ans, qui marche dans la 62e rue, donc à peu près 8 rues de la maison d'Alice, et il va découvrir le corps de Missy qui est abandonné dans un coin de la rue, là, un coin vague de la rue. Les enquêteurs vont donc se rendre sur les lieux et ils vont faire la macabre découverte du petit corps de Missy. Elle avait le haut de son pyjama qui était noué autour de son cou. L'enquêteur Jerry Perring va taire cette découverte-là aux médias et va plutôt décider d'aller voir Alice et de l'emmener sur les lieux pour voir comment elle va réagir face à la vision d'horreur du cadavre de sa fille. Donc Alice va embarquer dans la voiture de Jerry et ils vont se rendre. Le trajet est très silencieux. Lorsqu'ils vont arriver tout près du corps, Alice va crier et elle va s'évanouir. Le corps va donc être emmené au médecin légiste, donc le docteur Richard Grimes et le docteur Milton, qui vont tous les deux pratiquer l'examen médico-légal sur le corps de Missy. Bon, donc la cause du décès de Missy, ben en effet, c'est l'asphyxie. Donc on pense qu'elle a été asphyxiée peut-être même avec le haut de son pyjama puisqu'il était noué autour de son cou. Il y a des manicotis qui ont été retrouvés dans son estomac. Aucune trace d'agression sexuelle sur le corps de Missy qui a été retrouvée. Selon la température du corps de Missy au moment de la découverte, elle serait morte entre 6 et 12 heures avant la découverte du corps. Donc on l'a trouvée en après-midi, elle serait donc morte la veille. Et avec ce qu'on a découvert justement dans l'estomac de Missy, les manicotis, donc c'est des pâtes, eh bien elle serait morte pas plus de 2 heures après avoir ingéré son souper. Parce qu'en effet, là, il y a le cycle de digestion là, et ça n'a pas vraiment eu le temps de digérer. J'ai lu en même temps que les pâtes, ça prend à peu près 5 heures à digérer. Bref. Donc finalement, la fillette serait morte autour de 19h30. Donc la fillette serait morte entre 19h30 et 21h30. Et donc, ce
que Alice a mentionné avoir fait pendant la soirée viennent de tout se détruire à cause de l'autopsie qui a été faite conjointement avec les 2 médecins légistes sur le corps de sa fille. Pourtant, il y a un témoin qui va mentionner que les enfants Crimmins étaient bel et bien en vie encore à 21h. En effet, l'ancienne gardienne des Crimmins passait par là, donc par la rue, autour de 21h pour aller garder chez une autre famille et elle a entendu les 2 enfants réciter leur prière autour de 21h. Donc, ça vient vraiment corroborer la soirée, donc les faits mentionnés par Alice, ça vient détruire un peu l'enquête qui a été faite par les médecins légistes. Mais est-ce que cet aveu-là, est-ce que ce témoin-là peut vraiment détruire les résultats d'une autopsie qui a été faite sur un corps? Pas sûr. On se retrouve maintenant 5 jours plus tard, soit le 19 juillet, alors que c'est au tour du corps du petit Eddie Crimmins qui a été retrouvé. Il se trouvait sur un talus qui surplombait l'autoroute Van Wyck. Son corps était difficilement reconnaissable. Il a été rongé par les rats et il a également été mangé là, par les insectes. Donc, en fait, la cause de sa mort n'a pas pu être établie justement à cause de l'état du cadavre qui était vraiment en décomposition extrême. Donc, on n'a jamais pu déterminer comment Eddie Crimmins était mort. Puisqu'on ne sait pas comment il est mort, on ne peut pas déterminer s'il a été assassiné. Est-ce que la cause de sa mort est un homicide? On ne le sait pas, puis on ne le saura sûrement jamais. On sait que Alice a été suivie et mise sur écoute pendant 3 ans. Les enquêteurs ont continué d'enquêter, même s'il n'y avait pas de preuves qui la reliaient à la mort de ses enfants, seulement qu'elle avait abandonné son mari, qu'elle se maquillait et pomponnait peut-être un peu trop, qu'elle avait des amants, qu'elle avait une appétit sexuel, une activité sexuelle assez fréquente, et qu'elle travaillait dans un bar, qu'elle servait de l'alcool à des hommes et que parfois elle était secrétaire. Donc, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Mais on sait que le 30 novembre 1966, le procureur Nat Hentel va recevoir une lettre et je vais vous la lire. « Cher Monsieur Hentel, j'ai appris que vous portiez l'affaire Crimmins devant le grand jury et je suis heureuse de l'entendre. Puis-je, s'il vous plaît, vous parler d'une scène dont j'ai été témoin? Peut-être est-elle reliée à l'affaire ou peut-être pas, mais je me sentirais mieux de vous le dire. Cela s'est passé la nuit précédente, la disparition des enfants Crimmins. Il faisait chaud cette nuit-là, et comme je n'arrivais pas à dormir, je suis allée au salon pour prendre l'air. Il était environ 2 heures du matin. Une femme tenait un enfant par la main, tandis qu'un homme tenait un gros paquet dans ses bras, sous ses aisselles, dans une couverture blanche. Il y avait un chien aussi qui les accompagnait. La femme cria à l'enfant de se dépêcher, sinon quelqu'un allait les voir. À ce moment-là, j'ai fermé la fenêtre qui a grincé. Ils l'ont entendu, ont levé les yeux, mais ne m'ont pas vu. L'homme a jeté le paquet qu'il tenait sous son bras sur la banquette arrière de la voiture. La femme s'est assise sur la banquette arrière avec l'enfant qu'elle tenait par la main. La femme avait les cheveux noirs. L'homme était grand et mince. Il avait les cheveux noirs et un gros nez. Cela s'est passé sous un réverbère, donc j'ai pu voir clairement. Ensuite, la voiture a tourné du coin de la rue de la 153e sur la 72 Road. Désolée de signer sous l'anonymat, mais j'ai peur. Je vous souhaite bonne chance. PS, l'homme est entré dans une voiture blanche. Donc là, c'est fou parce que les enquêteurs ont voulu trouver qui était la personne qui avait écrit cette lettre. Ils vont se rendre à l'immeuble où habitait Alice à ce moment-là, donc au moment de la disparition des enfants. Ils vont donc regarder quel appartement qui avait des airs climatisés et lesquels qui n'en avaient pas. Ils vont donc prendre en note tous les appartements qui ne possédaient pas d'air climatisé et ensuite, ils vont regarder le réverbère où aurait pu apparaître la scène et ils vont regarder de quelle fenêtre le locataire aurait pu voir donc toute la scène qui a été mentionnée dans la lettre. Donc là, ils vont y aller par élimination. Ils vont éliminer ceux qui ont des airs climatisés et ceux dont la scène ne peut pas être vue par leur fenêtre de salon. Et là, ils vont donc se rendre au propriétaire de l'immeuble. Ils vont demander des copies des bails de ces appartements-là. Et avec ces bails-là, il y a la signature dessus. Donc, ils vont
regarder la signature. Ils vont faire un examen de calligraphie tout simplement, voir quelle signature concorde avec l'écriture de la lettre. Et ils vont trouver. La personne qui a écrit la lettre s'appelle Sophie Eromiski, qui était une voisine d'Alice. Elle va donc être emmenée au poste de police et interrogée sur la lettre. Et dans son long monologue, donc la femme va identifier maintenant très clairement la femme comme étant Alice Crimmins. On va faire une petite mise au point. À ce moment-là, donc on est en 1966, ça fait déjà 1 an là, que le visage de Alice est dans les journaux, qu'on en entend parler, que bon, les médias vraiment ils se sont emparés de l'affaire. Ça fait 1 an qu'on voit son visage toutes les semaines, tous les mois. Donc, on peut pas vraiment savoir si Sophie dit la vérité, si vraiment elle a vu cette femme. D'ailleurs, Sophie va décrire la femme comme ayant les cheveux noirs, alors que Alice Crimmins avait les cheveux roux. C'était une rouquine, elle n'avait pas les cheveux noirs. Bien sûr, dans la noirceur, les cheveux roux peuvent paraître noirs, sauf qu'elle se trouvait sous un réverbère. Un réverbère, il y a de la lumière. Donc, on serait supposé plutôt voir le roux comme étant un brun pâle plutôt que noir, si vous voyez ce que je veux dire. On a les enquêteurs qui vont commencer à mettre en branle une hypothèse. Leur hypothèse, c'était que Alice était dans sa chambre avec un amant X et qu'à un moment, Alice est rentrée dans la chambre et elle les a vus. Elle a vu Alice et son amant en pleine action. Alice se serait mise dans une colère noire soudaine et elle aurait étranglé sa fille à mort. Par la suite, lorsque sa fille est décédée, elle serait partie dans la chambre pour aller chercher Eddie. Ce serait donc la raison du pourquoi on n'a entendu aucun enfant crier. Pendant que Alice réveille Eddie, l'habille, bien on a l'amant X qui va enrouler le corps de Missy dans une couverture blanche. Et par la suite, là, eh bien, les 4 avec le chien Brandy, va donc sortir de l'appartement et aller dans la voiture du amant X pour aller jeter le corps de Missy. Et on ne sait pas comment tuer Eddie. On pense que ce serait l'amant X qui a tué Eddie. De quelle façon, on ne le sait pas. Encore une fois, je vous dis, le corps d'Eddie était méconnaissable. Et on n'a pas pu savoir de quelle façon il était mort. Donc, l'amant X va s'occuper d'Eddie après avoir eu le consentement d'Alice. La théorie est vraiment jolie, sauf que le problème là-dedans, c'est que Alice barrait toujours la porte extérieure de la chambre des enfants. Donc, comment Alice, Missy, aurait pu sortir de sa chambre pour entrer dans celle d'Alice si la porte elle est barrée? À moins que après minuit, donc Alice, la mère, donc Alice Crimmins, elle a envoyé Eddie aux toilettes. Par la suite, elle aurait ramené son fils dans son lit, refermant la porte en oubliant de barrer la porte. Ok, peut-être que ça serait plausible. Au fil des années de l'enquête, il y a des preuves, des témoins qui ont été perdus, qui n'ont pas vraiment été pris en considération, notamment la lettre de Sophie Eromiski, mais c'est seulement le 11 septembre 1967 que cette lettre-là va être retrouvée dans des boîtes de carton de cette affaire-là, parce qu'au fur et à mesure de l'enquête, il y a des nouveaux enquêteurs qui vont arriver dans l'enquête et vont vouloir revoir le dossier au complet. C'est vraiment là que cette lettre-là va refaire surface et qui va devenir intéressante. Donc là, jusqu'à présent, ça fait déjà 2 ans que l'enquête a commencé. On a la lettre, on a retrouvé le témoin, donc Sophie Eromiski. On a vraiment 3 ans là, de documentation sur les faits et gestes d'Alice, sur ce qu'elle dit au téléphone, sur ce qu'elle dit chez elle. Et on a également un témoin clé qui va rester anonyme jusqu'au procès parce qu'évidemment, on compte emmener Alice en procès et l'accuser de meurtre au 1er degré de sa fille Missy. Malheureusement, on ne peut pas l'accuser du meurtre d'Eddie puisqu'on ne sait même pas si c'est un homicide. On est maintenant en mai 1968, alors que le procès va débuter au tribunal pénal du comté de Queens. L'accusation est présentée par Anthony Lombardino et la défense est présentée par Harold Harrison. L'accusation va donc présenter le rapport médico-légal, le contenu de l'estomac de Missy qui mentionnait que elle serait morte maximum 2 heures après avoir ingéré son repas, donc qui est des manicotis. Par contre, ils n'ont pas trouvé de veau, ce qui vient détruire ce que Alice avait mentionné. Elle n'a pas donné de veau à ses enfants cette soirée-là. Il y a également le témoin mystère qui va venir à la barre et le témoin s'appelle Joe Rorek, qui est l'amant
d'Alice. On sait que peu après avoir découvert le corps de Missy, Joe Rorek a été découvert comme étant un amant. Il était écrit dans le petit calepin. Il a été interrogé et au début, il niait tout. Alice n'avait jamais rien dit à ses enfants, de ses enfants. Elle n'avait jamais rien dit de mal. Elle n'avait jamais sous-entendu qu'elle voulait les tuer, qu'elle voulait les kidnapper, qu'elle voulait leur faire de mal ou quoi. Jamais, jamais. Et là, les policiers vont creuser un peu la vie de Joe Rorek, qui est assez intéressante, et ils vont lui proposer une immunité contre les fraudes qu'il a fait parce qu'en effet, Joe Rorek était un entrepreneur en bâtiment, c'était un homme marié qui avait 7 enfants. C'était également un alcoolique, un coureur de jupons et un homme qui avait fait de faux chèques qu'il avait essayé d'encaisser et qui avait été démasqué. Il était donc en très grande difficulté financière et il croulait sous les dettes tout simplement. Il se faisait également courir par les banques, donc il y a beaucoup de banques qui voulaient l'avoir en procès et c'est à ce moment-là que la police va conclure une immunité à Joe Rorek contre son témoignage en cours. C'est vraiment là qu'il va se présenter comme étant un témoin clé sous anonymat jusqu'à ce procès-là, le premier procès. Et il va mentionner qu'en effet, Alice lui avait déjà mentionné qu'une fois, elle préférait voir ses enfants mourir plutôt que d'être sous la garde complète de Ed Crimmins, leur père. Elle aurait préféré partir avec ses enfants sans donner signe de vie à personne, donc s'enfuir, ce qui veut finalement dire qu'elle aurait même été prête à les kidnapper, donc faire un kidnapping parental, plutôt que de voir ses enfants avec leur père. Là, en effet, Alice va se lever sous le témoignage de Joe Rorek et n'en croit pas ses yeux. Voir qu'il ose dire ça, voir que tu oses dire ça, c'est pas vrai, tu mens. Elle va crier dans le procès, mais malheureusement, le procès va déboucher sur une déclaration de culpabilité pour meurtre. Elle va donc être condamnée entre 5 à 20 ans de réclusion pour le meurtre de Missy. Elle ne sera pas jugée pour le meurtre de Eddie, puisque on ne sait pas comment. Là, je vais vraiment aller très vite dans ce qui va se passer, là, parce que c'est quand même long, puis j'ai pas vraiment envie de parler des procès et tout, parce qu'il y en a eu 2 en tout. On sait qu'en décembre 1969, la division d'appel de la Cour suprême de New York va ordonner un nouveau procès, parce qu'ils vont juger que le témoignage de Joe Rorek était so-so, était moyen véridique, puisqu'il y a une immunité qui a été confirmé là, entre lui et la police pour les fraudes qu'il a fait. Donc, il aurait pu être manipulé. Donc, donne-nous un témoignage et nous, on va effacer là, toutes les fraudes que tu as faites. Donc, ça aurait pu le pousser à mentir. En fait, ce qui arrive, c'est que dans le premier procès, il n'y a que des témoins qui ont été impliqués directement, en fait, dans l'affaire Crimmins. On a Joe Rorek et on a Sophie Eromiski qui, elle, aurait vu une femme, mais tu sais, qui est cette femme, qui est cet homme, qui sont ses 2 enfants et le chien. T'sais, on sait même pas si c'est vraiment Alice Crimmins. Elle le dit, mais dans sa première lettre, elle ne l'a pas dit. Elle l'a plutôt dit après que le visage d'Alice a été montré dans les journaux. Donc, à part ça, c'est pas très concluant, c'est pas véridique non plus. C'est des preuves, c'est dit oui dire. Donc, on sait pas, là. Le deuxième procès va commencer le 15 mars 1971. Ce sera le deuxième et le dernier procès. Joe Rorek va revenir à la barre avec le même témoignage. Sophie Eromiski également va revenir à la barre avec le même témoignage, donc disant que c'est Alice qui l'a vu cette soirée-là. On a également un autre témoin qui s'appelle Marvin Weinstein et il va dire que cette nuit-là, il marchait sur la 150e rue accompagné de sa femme, de son fils qui tenait la main de sa femme, son fils de 5 ans à l'époque, de leur chien, mais également de leur fille de 3 ans et demi qui s'était endormie et qu'il tenait dans ses bras avec sa couverture blanche. Ils marchaient car ils avaient rendu visite à leur ami Anthony King. Et là, le juge va donc demander à Anthony King de se présenter en procès. Anthony King va se présenter en procès, va nier avoir eu la visite de Marvin cette nuit-là. Mais on sait qu'à cette époque-là, Marvin et Anthony n'étaient plus des amis. Donc, ils étaient devenus des ennemis, ils se détestaient. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on croit Marvin? Est-ce qu'on croit Anthony? S'ils n'étaient plus amis, Anthony aurait tout simplement pu nier tout ça juste pour foutre la merde, entre parenthèses.
et faire passer Marvin pour un menteur. Le 23 avril 1971, le jury va délibérer. Ils vont commencer la délibération le 23 avril et vont terminer le 24 avril à 17h45. Leur verdict: Alice Crimmins sera reconnue coupable de meurtre au premier degré de son fils et d'homicide involontaire sur sa fille Missy. Gros revirement de situation, gros revirement d'incarcération, mais également d'accusation. On ne sait même pas comment Ed est décédé, puisque le cadavre était en trop mauvais état pour faire un examen médico-légal. Est-ce qu'il a été étranglé lui aussi? On ne sait même pas. Et homicide involontaire sur sa fille. Pourquoi? Alors que dans le premier procès, c'était meurtre au premier degré. Ce qui veut dire que la mort de Missy était volontaire. Donc, on a vraiment deux procès qui sont complètement différents et ils sont en contradiction un avec l'autre. C'est le 13 mai 1971 que l'incarcération d'Alice Crimmins va commencer à la prison de Bedford Hills et elle va y rester 2 ans. En mai 1973, grâce à ses avocats qui continuent de se battre pendant qu'elle est en prison, ils vont la faire sortir. La cour va donc statuer en sa faveur et vont annuler la condamnation pour la mort d'Eddie, cause de motif en effet, puisqu'on ne sait pas comment il est mort, et parce qu'on n'a aucun doute raisonnable sur l'homicide. La cour va ordonner un 3e procès. Tantôt j'ai dit 2, mais là, un autre procès parce que lors des 2 premiers procès, le procureur Lombardino va complètement dire devant très haut et fort à la cour que Alice Crimmins est une lâche, qu'elle n'osera jamais avouer avoir assassiné ses enfants, qu'elle manque de courage et bon, que c'est une guinée là, tout simplement. Mais c'est parce que le problème, c'est que vu qu'il va dire ça en cours devant les jurés, ça aurait pu justement manipuler et peut-être même que ça aurait pu influencer la décision des 12 jurys lors de ces procès-là. Donc, la Cour va demander un 3e procès. Mais là, en mai 1975, la Cour d'appel va relater les commentaires du procureur, sauf que le juge va dire que les commentaires de Lombardino étaient minimes comparés aux preuves qu'on a contre Alice Crimmins. Donc, ils vont refuser un 3e procès, finalement. Et Alice va devoir continuer de purger sa peine entre 5 et 25 ans de prison. En janvier 1976, Alice est acceptée au programme de libération conditionnelle et elle peut donc maintenant sortir le jour pour travailler comme secrétaire, un emploi qu'elle a réussi à se trouver. En 1977, elle va donc obtenir le droit de sortir une fin de semaine sur 2, bon donc tous les jours de la semaine, elle dort en prison et une fin de semaine sur 2, elle sort de prison pour vaquer à ses occupations. On sait que le New York Post va faire un article sur Alice Crimmins et ils vont mettre une photo de elle en bikini, en t-shirt. Elle est sur un bateau de croisière avec un de ses amants qui ne l'a jamais lâché, soit Anthony Grace. On sait que le couple était toujours ensemble, mais maintenant ils étaient ouvertement ensemble, donc ils n'étaient plus amants, mais ils étaient amoureux. On sait également qu'en été 1977, Anthony Grace va faire sa demande à Alice Crimmins et la demander en mariage. Elle va accepter et ils vont se marier la même année. Puis, par la suite, en 1977, elle va obtenir sa libération. On sait qu'après cette affaire-là, Alice Crimmins va changer de nom. Elle va devenir tout simplement un fantôme. Elle va s'éloigner le plus possible des paparazzis, des médias, là, des curieux tout simplement. Et on n'entendra plus parler d'elle. On ne sait pas trop ce qu'elle est devenue en fait après cette affaire-là. On n'a pas eu de nouvelles, rien, mais on reste quand même sur notre faim. Est-ce que réellement Alice Crimmins a assassiné ses enfants avec un amant? Est-ce que ses enfants sont sortis par la fenêtre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré par la fenêtre et a kidnappé les enfants? Parce que tous les scénarios peuvent quand même être possibles. Ça aurait pu être elle, en effet. En effet, le premier scénario peut-être que ce soit elle qui a assassiné ses enfants avec un de ses amants. Le deuxième scénario, ben, ils auraient pu eux-mêmes sortir par la fenêtre et croiser un tueur opportuniste, tout simplement. Ou encore, ben, qu'un tueur opportuniste
aurait essayé d'entrer par la fenêtre parce qu'il a vu qu'il y avait des enfants là. Et ben, ça a tombé que le moustiquaire n'était pas barré et c'était sûrement un signe. Il est rentré, il a assassiné Missy, il a emmené Eddie de force et on les a retrouvés à ces deux endroits-là. On aurait déjà vu ça, je crois que c'est dans le cas de Elizabeth Smart. Ouais, je crois que c'est Elizabeth Smart. Son ravisseur est rentré par sa fenêtre, il l'a kidnappée alors qu'elle dormait dans le même lit que sa sœur. Donc, tu sais, souvent quand on pense que c'est impossible, eh oui, dans les affaires criminelles comme ça, l'impossible peut vraiment réellement devenir possible. Donc, c'est tout pour cette affaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est Alice Crimmins qui a fait ça? Est-ce que vous pensez que vraiment son apparence a joué un grand rôle dans sa culpabilité, dans sa condamnation? Vous, qu'est-ce que vous pensez en fait de toute cette histoire, de cette femme? Est-ce que vous la soupçonnez? Est-ce que non? Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, je vais vraiment essayer de poster à toutes les semaines, là. J'ai vraiment eu des grosses semaines dernièrement. Je sais que je suis pas vraiment... je poste pas à toutes les semaines. C'est pas vrai que je fais des recherches toutes les semaines. J'essaie, mais parfois mes recherches peuvent durer 2 semaines. Je vais travailler peut-être 30 minutes, 1 heure à chaque 2-3 soirs pour essayer de vous concocter une vidéo. Je sais pas combien de temps il va durer celle-ci, peut-être 1 heure, peut-être 50 minutes. Mais sinon, j'espère que vous aimez mon travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, ça aide vraiment la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner pour manquer aucune de mes vidéos. Puis vous pouvez aussi activer la petite cloche. Comme ça, ben, chaque fois que je sors une vidéo, vous allez avoir la notification. Donc, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!